Bonjour. Voilà, donc pour le premier groupe, le rapporteur est Monsieur Hadi du Niger. Vous applaudissez s'il vous plaît. Monsieur Hadi. Oui, oui. C'est quoi tu as mis là? Oui, oui. C'est que moi, voilà, c'est le dernier. Ok, comme déjà on m'a prévenu de ne pas être long, pour ce qui est du premier groupe, il nous a été demandé de proposer une structuration du mécanisme pour la mise en place d'une plateforme ou bien d'un cadre de dialogue public-privé pour G5 Sahel. Donc en termes de proposition, d'abord, pour ce qui est de l'institutionnalisation du cadre, on pense qu'il faut passer par la conférence des chefs d'État de G5 Sahel pour acter la création de ce cadre. Et une fois que c'est acté, au niveau de structuration, il y a le cadre régional, dialogue public-privé, G5 Sahel, qui va être présidé par le premier ministre du pays qui a la présidence en exercice de G5 Sahel. En tant que membre, on a dit on va avoir, d'après la proposition de privé, mais aussi du public, mais 2 tiers, je pense, du privé et 1 tiers du public. Après le cadre régional, on a ce qu'on appelle le comité technique du dialogue public-privé qui a un secrétariat permanent et le secrétariat permanent est dirigé par le secrétariat exécutif du G5 Sahel qui sont assistés par un facilitateur qui naturellement va être SAEP. Donc c'est eux qui accompagnent G5 Sahel dans l'initiative. Donc au niveau du comité technique, ici on a dit le comité technique, lui, il va être présidé par le président du conseil des ministres de G5 Sahel en exercice. Et il y aura ce qu'on appelle le comité technique nationaux ou bien de groupes thématiques nationaux qui, eux, seront présidés par les ponts focaux G5 Sahel et les membres seront ici pratiquement des différentes structures qui vont être représentées au niveau du comité technique régional. Donc voilà un peu en termes de structuration ce qu'on a proposé. Madame la Présidente. Merci bien. Ok, c'est bon. Ça a été bien restitué. Okay. Donc maintenant, les questions, les propositions du groupe 2. Merci Haroun. Merci pour le travail bien abattu quand même du premier groupe. Mais je voudrais quand même dire, quand on fait quelque chose, il faut partir de l'existant. Aujourd'hui, quand vous voyez, c'est vrai que c'est bien que ça soit acté au niveau des chefs de l'État, le sommet des chefs d'État, mais ce n'est pas les chefs d'État qui vont acter la création. Je pense qu'il faut commencer autrement. Deuxième des choses, dans tout ce qui existe au niveau du G5, il n'y a aucun moment où le Premier ministre intervient. Le plus haut sommet, avant le sommet des chefs d'État, c'est le Conseil des ministres. Donc c'est le Conseil des ministres d'abord qui approuve avant le sommet des chefs d'État. Donc si vous mettez le Premier ministre dedans, je pense qu'il y a problème. C'est juste attirer votre attention qu'il y a vice de forme. C'est vrai que le Premier ministre peut être un bon parrain comme un champion. Nous, au niveau de la coordination des jeunes, on a la stratégie intégrée de la jeunesse et son plan d'action, on a pris champion le président Bazoum du Niger. Donc ça, c'est politique. Mais quand vous parlez dans la structuration comme ça et que vous mettez le Premier ministre dedans, vous dites qu'il faut que là c'est comme si vous voulez être intégré dans l'organigramme du G5 Sahel. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. D'autres? Donc on note, hein? On va répondre après. Notez. Excusez-moi, si j'ai bien compris la formulation que le groupe a fait, je pense qu'on est retourné au point du départ. Le G5 Sahel, le chef de l'État, pour l'accès à ces chefs de l'État, on ne doit pas être assis ici, parce que tout ça sera réalisé, parce qu'il y a les fonds, il y a tout qui existe déjà au niveau des... Mais ce n'est pas encore structuré, ce n'est pas mis en place. Je pense que je suis d'accord avec
mon frère de Sidi Ali concernant les chefs de l'État. Mais moi, je propose qu'il faut structurer au niveau de la base, du plus bas au plus haut. Avant de poser ça au niveau du ministère, les 5 ministères, les 5 premiers ministres, je pense qu'il faut bien structurer la base des gens qui sont, comme vous avez dit, qu'il y a des quarts et des quarts du privé et un quart du public. Il faut bien voir les deux quarts du privé, comment on va être structuré. Merci. D'autres? Tout le monde a peur de la présidente malienne. C'est pour ça qu'on l'a mis en présidente. On savait que les gens n'allaient pas commenter. C'est fini. نفس اللي قال قريبك. هم اللي مكويسين ذا كامل لما نحاولوا علينا نعدلوا بلاتفورم متحرى نهائيا من السياسة ما نقدروا نديفلوبوا نهائيا. Je donne pas d'opinion, je traduis seulement. D'accord? Elle dit que elle rejoint son compatriote sur le fait qu'on retourne à la case départ et que le plus gros problème, c'est qu'on base toute notre communication ou notre succès sur le côté politique, c'est-à-dire l'ancrage politique. Or, l'ancrage politique pour elle ne va jamais amener quoi que ce soit. Si nous, on n'arrive pas à s'organiser en tant que secteur privé pour faire quelque chose, ce n'est pas le président de la République ou la politique qui va nous amener quelque part. Bon, c'est un point de vue. Toi, tu es de quel groupe? Ah bon? Non, c'est ça. Okay. Là, vous avez mis dans le moustique tout là. Oui, merci. Moi aussi, je réintègre également ma voix à mes prédécesseurs. Parce que là, quand on voit cette résolution, c'est uniquement ce qu'on avait fait au départ de la chose. Et ça, c'est beaucoup plus politique. Alors nous, moi, ce que je suggère, est-ce que ce n'est pas bon de voir dans nos bases, dans nos pays, on a des structures qui s'occupent déjà des secteurs privés qui sont là. Pourquoi ne pas commencer avec ces structures avant de monter pour voir l'État, les politiques? On a des chambres de commerce, on a des patronats qui sont là, qui s'occupent du secteur privé. Et pourquoi on revient encore là? C'est de là qu'on a commencé, ça n'a pas marché. Alors maintenant, on doit descendre sur les bases avant de remonter. Merci. Dernier. Merci. Moi, je trouve que le schéma tel qu'il est organisé, ça peut être efficace. Maintenant, bon, les acteurs, peut-être qu'il serait mieux de voir déjà l'existant, comme il a dit, parce qu'il y a des cadres de dialogue public-privé qui existent dans les pays et qui travaillent déjà. Maintenant, comment faire en sorte que ces cadres de dialogue public-privé qui sont dans les pays puissent collecter tout ce qui est préoccupation au plus fond, c'est-à-dire que du plus bas jusqu'au haut niveau, et que ce cadre-là soit un cadre de partage et beaucoup plus d'inspiration, parce que chaque pays a ses problèmes. Donc peut-être que ce cadre-là va être un cadre de partage et aussi de pression politique, parce qu'il ne faut pas oublier que le côté politique. Très bien. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Adi, tout ce que vous venez de dire a été pris en compte dans, comment on appelle ça, quand nous avons commencé les discussions. Adi, vous écoutez là? Adi, il faut bien écouter ce que je dis. Hein. Tout ce qui a été dit là, en tout cas les remarques, on a bien pris compte de ces remarques-là. Nivelé à la base, on a pris compte de cela. Nous avons fait l'état de lieu d'abord des cadres au niveau des pays pour voir déjà l'existant, qu'est-ce qui existe. Mais ne perdez pas de vue que ce n'est plus le niveau pays. C'est au niveau des 5 pays que nous voulons mettre ce cadre. Or, quoi qu'on puisse dire, le côté public, en tout cas, mettre ça au niveau le plus élevé est un engagement fort. Nous avons beau donner les revendications, nous avons beau faire des propositions, si au niveau de la hiérarchie supérieure, ça ne suit pas, je pense qu'on ne pourra pas bouger. Nous pouvons faire certaines choses, mais il y a des décisions régaliennes qui ne nous appartiennent pas. D'où l'obligation même, si je peux me permettre,
et d'en faire et de la primature l'ancrage institutionnel de ce cadre-là. Mais je vais donner quand même la parole à Adi pour qu'il puisse rentrer dans les détails qui nous a amenés à faire ce schéma-là. Bien sûr. Je crois qu'il y a une petite injustice qui a été commise dans la forme de la présentation. Je m'explique. Hadi, même s'il est avec nous les privés, il reste encore un peu branché dans le public. Donc il a commencé sa présentation du haut en bas. Or, s'il avait commencé sa présentation du bas en haut, comme on l'avait fait, il y a certaines questions qui ne seraient pas posées. C'est juste une remarque de forme. Mais il a commencé par en haut. Exactement, j'allais commencer avec les éléments de réponse comme ce que Haroun a soulevé. C'est parce qu'en fait, j'ai fait la présentation du haut en bas, que c'est comme si aujourd'hui encore on est en train de vouloir revenir à la situation initiale. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas ça. Et aujourd'hui, par exemple, par rapport à la première observation de Sidi, par rapport à la primature, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les nouveaux cadres qui sont en train de se mettre en place, par exemple au Burkina, au Niger, et même celui qui est en train d'être mis en place dans le cadre régional au niveau de l'UMOA, c'est l'ancrage est en train de revenir à la primature de chaque pays. Et si on dit qu'on doit aller sur la base des existants, donc on ne peut pas redescendre un peu bas. Ça veut dire que ça va être difficile lorsque le cadre régional va être mis en place si on ne tient pas compte déjà des ancrages qui existent actuellement dans les pays de G5 Sahel. Le deuxième élément aussi, au niveau de, par exemple, au niveau de la structuration, quand vous parlez par exemple des chefs d'État, c'est qu'ici, aujourd'hui, forcément, pour que d'abord, au niveau de G5 Sahel, on accepte d'avoir, parce que je sais qu'à un moment, il y avait eu les débats pour que, par exemple, l'Union des chambres de commerce puisse être instituée en organe de G5 Sahel. Ça n'a jamais vu le jour parce que, simplement, c'est uniquement la conférence des chefs d'État qui doit décider des différents mécanismes à mettre en place dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie G5 Sahel, que ce soit le volet sécuritaire ou le volet développement. Donc c'est pour cela qu'on a dit, du point de vue d'abord institutionnel, il faut que c'est la conférence des chefs d'État qui doit accepter de l'existence de ces cadres. Et une fois que le cadre maintenant, ils ont accepté, maintenant au niveau de la structuration, au lieu que ça soit, c'était la première proposition qu'on avait émise, c'était l'idée de dire que bon, le président en exercice des conseils des ministres de G5 Sahel, c'est lui qui allait présider. Mais quand on regarde dans les pays, c'est le Premier ministre qui préside, donc c'est comme si encore on va revenir à un moment où on sera obligé d'essayer de faire cette mise à niveau pour que, au niveau régional, de la même manière qu'au niveau des pays, c'est le président, c'est le Premier ministre qui assure la présidence, il faut qu'au niveau de G5 Sahel, qu'on ait un mécanisme qui permettra la prise en charge. Et c'est pour cela qu'on a proposé en disant le premier ministre du pays qui assure la présidence tournante de G5 Sahel doit assurer la présidence du cadre du dialogue public-privé de G5 Sahel. Mais Sidi a raison. Je vais vous montrer mon dessin. Ça, c'est le dessin. C'est pour vous montrer le côté artistique. Ça, c'est le dessin de mon ami, très carré. Ça, c'est la pièce d'art qui a été faite, qui montre justement que dans chaque pays, et vous voyez le Mali est plein, le Niger c'est juste N. Donc ce n'est pas le Mali qui manque. Mais en fait, dans chaque pays, on travaille sur ce qui existe déjà, avec des comités techniques, avec des comités plutôt thématiques, qui travaillent avec ce qui existe dans les pays, qui remontent l'information au comité technique régional, présidé par, moi je pense que le commentaire, comme a dit, en tout cas moi il m'a convaincu, que comme il y a la réunion des ministres et non pas des premiers ministres du G5, il faut rester collé à ça et ne pas sortir parce que sinon on a un déphasage avec ce qu'on a voulu faire. Ici on a voulu inclure les CNC, on a voulu se greffer. Si ici on se dégreffe, il y a un déphasage. Il faut qu'on se greffe sur ce qui existe, je pense qu'il a raison. Par contre en haut tu as raison. Oui. Oui. Voilà, on garde le conseil, voilà, on garde le président du conseil des ministres et non pas le PM du pays président le conseil. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Ce que je voulais dire, c'est que la remarque qu'il a faite, elle est très pertinente parce que nous, on a cherché à être cohérent. Et lui, il nous dit,
ce que vous avez dit est cohérent, mais là, ce n'est pas cohérent, parce que là, vous faites quelque chose qui n'existe pas au G5. Donc, comment vous allez le justifier? C'est vrai que c'est plus joli, mais ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de PM qui se réunissent à l'échelle plus haut. Il y a le président et il y a les ministres. Les PM sont absents du dispositif, donc nous, on ne va pas les créer. OK. Donc, oui. Ah oui, merci. Une simple remarque. Bon, c'est 2 remarques. D'abord, le comité technique qu'il a présenté, ça sera la cheville ouvrière du cadre. Donc, tout le travail sera fait à son niveau. Deuxième remarque, c'est par rapport à l'aspect politique que vous avez soulevé avec Sylvie. Nous parlons G5 Sahel. Nous parlons d'une organisation communautaire qui est composée, animée par les chefs d'État. L'interlocuteur du G5 Sahel, ce sont les chefs d'État. Et tant que les chefs d'État ne reconnaissent pas l'existence d'une organisation qui regroupe plusieurs pays membres, ça n'a aucun sens. Donc l'ancrage institutionnel, soit on passe par ce politique qui est composé par les chefs d'État, soit on n'aura rien entre nous. Donc la question, c'est l'assise d'abord institutionnelle. Pourquoi? Parce que le G5 Sahel, c'est l'interlocuteur. Il est composé de ces chefs d'État et ce sont ces chefs d'État qui peuvent lui donner une certaine force juridique. En réalité, voilà le pourquoi de la chose. Merci. Non, en tout cas, nous, c'est bon maintenant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, nous avons répondu. Donc, nous avons répondu aux questions. Donc, la prochaine étape qu'on avait dit ici, c'est que ça, c'est des suggestions. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de donner ça à quelqu'un pour lui dire, fais-nous des textes pour présenter ça et les textes qui pourraient nous donner comment ça va être structuré, les proposer à la coalition ici et au secrétariat exécutif, parce que ce qu'on cherche, c'est la compatibilité avec ce qui existe. On ne veut pas créer quelque chose. Deuxième chose, la compatibilité, comme Sidi l'a dit, avec l'existant pour que ça puisse réellement tourner. Donc, la prochaine étape, c'est quelqu'un va écrire, élaborer ces textes, élaborer le mode de fonctionnement, l'organisationnel, etc., en conformité avec tous ces dispositifs, le soumettre à l'équipe ici, le valider, et après le soumettre maintenant au VAR, le circuit. Oui. C'est qui votre rapporteur? Le rapporteur, elle est là. Elle est là-bas. Je voulais dire, juste parce que je viens de voir SP dans le dispositif, je voulais dire que, parce qu'il y a deux choses. Soit, comme c'est que madame vient de dire, vous voulez créer un cadre, j'entends maintenant, on continue encore, cadre secteur privé-public. Or, on a dit un cadre multi-acteurs. Deuxième des choses, c'est qu'il y a 2 choses. Soit, vous voulez être un organe, une organisation qui va intégrer dans le dispositif institutionnel du G5. Là, on dit qu'il y a toujours 2 cas. Le deuxième cas, c'est que si c'est un dispositif autonome où vous allez avoir le G5 Sahel en tant que partenaire, le SP n'intervient pas dans ce schéma. Le SE, je parle du SE. Ah, d'accord, ok, d'accord. Allez. Voilà. Je prends le risque de prendre la parole sans avoir eu tout le background des discussions qu'il y a eu parce que je suis arrivé en retard. Mais, non, les femmes m'ont dit de parler. Et quand femme dit, il faut faire. Voilà. Ok. Je vais m'en sortir. Alors, moi, bon, je prends ce risque-là. Mais, franchement, j'ai une crainte. Ma crainte, c'est, vous avez déjà un cadre existant, 2 mêmes cadres. Vous avez la plateforme des femmes et vous avez des jeunes. Et moi, je vous conseillerais d'aller vers ces plateformes-là dans lesquelles vous voulez mettre tout ce que vous voulez, faire votre propre cuisine, mettre des choses, des projets, en tout cas des cadres de coopération, que d'aller dans l'institutionnel qui va demander 40 conseils des ministres, etc. Bon, si on sait que parfois la durée des ministères ici dans la région maintenant est devenue un peu éphémère, si vous vous mettez dans une logique d'institutionnaliser dans le cadre du G5 Sahel à l'intérieur, ça va être très très lourd. Vous avez déjà un cadre d'action, mettez tout ce que vous voulez faire, ça peut être contenu dans ce domaine-là, parce que déjà les cadres-là sont déjà reconnus par le G5 Sahel.
Donc mettez plutôt les actions et les initiatives que vous voulez faire dans ces cadres-là, au lieu de tirer vers l'institutionnel. Ça peut arriver plus tard. Vous pouvez être même observateur pendant les réunions des ministres, mais je pense qu'il faudrait rester dans ça, qui est déjà opérationnel, au lieu de vouloir réinventer la roue et de pousser vers l'institutionnel, qui est très très difficile et incertain à mon avis. Merci. Nous annonçons un rejet officiel et total de la recommandation de M. Bakary. Un rejet total. Voilà. Je parle au nom de la présidence. C'était un rejet total. Le peuple n'a même pas le droit à la parole. Non, non, c'est pour juste dire que ce que vous avez dit, effectivement, on l'a pris en considération au départ. Il y a l'union des chambres de commerce qui existe, l'union des patronats qui existent, qui sont en relation avec le G5 Sahel. Il y a évidemment la plateforme, il y a la coordination des jeunes. Tous ces dispositifs nous paraissent intéressants, mais il nous semble toujours qu'ils sont complémentaires et ne peuvent pas se substituer l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il vaut mieux qu'on les intègre dans quelque chose. Mais je trouve qu'il y a un point, je ne sais pas si un de mes collègues note, il y a un point qui a été dit par Sidi, si on ne veut jamais étudier, donner ça à quelqu'un pour élaborer les textes, Sidi a dit quelque chose qui est extrêmement important par rapport à est-ce que c'est quelque chose au sein d'eux ou est-ce que c'est quelque chose autonome. C'est très important parce qu'au sein d'eux, il y a réellement non seulement une compatibilité, mais une prise en compte de la réalité du G5. Et autonome veut aussi dire comment il va travailler avec le G5. Donc il faut qu'on trouve l'option, il faut l'arrêter. On n'a pas discuté, mais c'est quand même très pertinent de mettre ça en avant. Dernier, vas-y. Donc le Mali doit revenir au G5. C'est ce qu'on est en train de dire. La présidente et le... En réalité, il y en a toujours dit au G5. Le problème qu'on a avec, par exemple, même dans le partenariat avec le G5, c'est un cadre de concertation des partenaires du G5. Vous prenez la plateforme des femmes, la plateforme de la coordination des jeunes, l'union des chambres de commerce, du patronat, des journalistes, des élus. Nous sommes tous partenaires du G5. Nous travaillons avec le G5, mais il n'y a pas un cadre qui nous unit. Parce qu'à un moment, la plateforme des jeunes et la coordination des jeunes, on voulait se mettre ensemble pour rencontrer le G5 parce qu'on avait des doléances communes. On n'a pas pu parce qu'il n'y a pas un cadre qui nous crée. Donc le vide, c'est qu'il faut que les partenaires du G5 se retrouvent dans ce cadre multi-acteurs. Ce n'est pas réinventer encore la roue. Merci. Donc on passe au groupe 2. Oui, allez-y, applaudissez. Applaudissez. Bon, je vous informe que madame a porté ses habits pour l'occasion. La valise est venue hier soir. Elle porte les habits pour l'occasion. 2 days with no clothes. Now she's got clothes. Merci. Comme ça. Attention. Comme ça. Ah, mais il faut que je tourne un peu alors. D'accord. Donc, je suis chargée de vous faire la synthèse des travaux du groupe 2. Nous avons eu 7 idées au total. La première idée, c'est de créer un cadre de dialogue multi-acteurs au niveau G5 Sahel. Ça veut dire que ce cadre de dialogue va regrouper les pays du G5 Sahel. Ensuite, nous avons pensé qu'il faut réorienter les institutions vers les acteurs qui sont directement concernés par les actions de développement, c'est-à-dire les acteurs au niveau local. Et nous avons aussi pensé qu'il faille organiser les cadres de concertation au niveau communal d'abord, qui n'existent pas pour le moment. Dans certains pays, il y a les cadres de concertation au niveau régional, les régions du pays, et au niveau national. Nous avons suggéré qu'il faut créer des cadres de concertation au niveau des communes. Et ensuite, après le niveau national, il va falloir organiser des cadres de concertation au niveau sous-régional où nous allons inviter donc les pays du G5 Sahel. Et il faut aussi mettre en place un dispositif
qui va donc prendre en compte tous les acteurs du G5 Sahel. Et former également et sensibiliser les acteurs locaux sur les plans communaux de développement. Pour la petite histoire, ça fait juste 2 semaines de cela. Pour répondre à un appel à projet, j'ai effectué une mission sur 4 communes avec 2 provinces où les acteurs même de la mairie ne savent pas qu'il y a des plans communaux de développement. Il y en a qui disent qu'ils connaissent, mais ils ne savent pas si les secteurs d'intervention sont pris en compte, notamment l'agriculture, l'élevage. Et il y a des gens qui disent que les PCD existent, mais qu'ils doivent être réactualisés. Donc nous avons jugé bon de former et sensibiliser les acteurs et aussi les autorités locales sur l'actualisation ou bien la conception de ces plans communaux de développement. Il va falloir également donner un rôle important au secteur privé lors des dialogues gouvernement-secteur privé. Et ici, nous avons pensé au groupe de discussion où nous voulons qu'on donne la présidence, par exemple, selon les thématiques données au secteur privé. Parce que nous avons fait la remarque que là où les cas de dialogue, les cas de concertation gouvernement-secteur privé existent, c'est organisé par l'État. C'est eux qui invitent les participants et c'est eux qui organisent tout. Et donc les rapports sont faits par ces cadres du gouvernement qui ne prennent pas en compte tout à fait ce que le secteur privé veut. Et enfin, nous avons suggéré de faire participer les acteurs du monde scientifique lors des assises qui vont regrouper donc le secteur public et le secteur privé. Merci. Merci. Je pense qu'elle a été fidèle à ce qui a été fait dans le groupe. Je crois que c'est vraiment, le groupe a montré une certaine expertise. Je pense que c'est du no comment, ça doit être applaudi. Merci beaucoup. Je rappelle que la mission qui a été confiée à nos amis, elle est là. Crédibilité, inclusivité, représentativité, comment on fait en sorte que les dispositifs qu'on met en place, quel que soit le dispositif, soient le plus représentatif, le plus inclusif et le plus crédible possible. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce qu'on a dit pour le groupe 2. Est-ce que moi-même je t'ai posé la question? C'est ça. Je suis en train de poser une question de façon rhétorique. Je ne veux pas qu'on me réponde. Les gens disent ah. Non, ce n'est pas ce qui est ici. C'est ce que j'ai dit. OK.
Ça, c'était pour illustrer. Ce qui est écrit ici, ce n'est pas ça que je vous ai dit de lire. Je vous ai dit quelque chose, vous êtes parti en salle pour ça. Je ne vous ai pas demandé de regarder ce qui est écrit sur le programme. Lorsque j'ai fait le groupe, j'ai dit le groupe qui parle de l'autre côté, j'ai dit, il doit regarder, ils l'ont écrit, crédibilité et inclusivité. C'est même pas moi qui ai écrit ça, c'est eux. N'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas écrit ce qui est là-bas, ils ont écrit ce qui est ici. Est-ce que ce qu'ils nous ont proposé, je crois que ça répond à ce qu'on a dit. Je ne suis pas en train de remettre en cause. Mais ce que je demande au deuxième groupe, est-ce que vous avez vu ici assez d'informations qui vous permettent de justifier la crédibilité des acteurs, la représentativité et l'inclusivité du dialogue? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez proposer qu'on ajoute pour qu'on s'assure qu'on capte les acteurs concernés? Vous vous rappelez, on avait dit le problème qui se pose, c'est que les jeunes, les femmes, les acteurs de l'informel, etc., ne sont pas représentés et ça remet en cause la crédibilité du dialogue. D'où donc l'importance de la crédibilité et de l'inclusivité. Ils ont proposé un certain nombre de choses. Moi, je vois une ou deux choses ici qui me paraissent intéressantes pour capter qui sont les acteurs au niveau local, communautaire, commune, mais etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez proposer ou bien ça nous suffit? N'ayez pas peur d'Assidi Ali, je le maîtrise, il n'y a pas de problème. Si vous avez peur de lui, moi-même je vais travailler avec lui. Ok. En réalité, on hésite. J'hésite parce que c'est toi qui vas me crucifier. Parce que moi, quand tu as fait la répartition, tu dis 1, 2. 1, gouvernance, structuration. 2, contenu, fonctionnement. Et c'est sur ça qu'on s'était séparés. Peut-être dans l'autre salle, tu as précisé crédibilité, inclusivité. Et lorsque je me suis précipitée pour lever la main, c'était pour dire tout simplement, Président, vous avez fait un HS, un hors-sujet. Mais là que tu redéfinis les choses, donc on va essayer d'intégrer, de relire et de comprendre pour te répondre. Merci. Non, tu vas pas me ramener. Merci. Donc, moi, mon intervention va porter sur le point 6. Donner un rôle important du secteur privé dans le dialogue existant. Je ne sais pas ce qui se passe un peu ailleurs au Niger, au Mali et tout, mais je pense que quand même chez nous au Burkina, le dialogue est animé par le secteur privé. C'est vrai que c'est le ministère en charge du commerce qui assure le lead, hein, mais les invitations au niveau du secteur privé, c'est assuré par la chambre de commerce. Le recueil des préoccupations est assuré par la chambre de commerce. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations aussi. Il y a la chambre de commerce qui intervient et toutes les structures d'appui au secteur privé. Donc je pense quand même que le secteur privé de chez nous joue un rôle assez important dans le dialogue. Je ne sais pas ce qui se passe un peu ailleurs, mais quand même. Bon, peut-être que je n'ai pas très bien suivi, mais je n'ai pas vu là où on a parlé du secteur informel. Je n'ai pas suivi peut-être. Moi, bon, c'est en termes de complément, parce que pour moi, pour qu'on ait un cadre qui a la crédibilité, mais aussi l'inclusivité, d'abord, la première chose, c'est vraiment qu'on arrive à avoir des autorités publiques, d'abord leur implication. Parce que quoi qu'on dise, si aujourd'hui, du point de vue implication du politique, on n'a pas cette implication, croyez-en, on va se réunir, des décisions vont être prises et personne ne va les appliquer. Et d'où commence le problème de crédibilité du mécanisme. Donc lorsqu'on va mettre en place ce cadre, il faut qu'on s'assure vraiment qu'on a l'implication des politiques qui sont à mieux de décider de ce qui peut être mis en œuvre de manière concrète et efficace. Le deuxième, c'est les instruments. Parce que quel qu'en soit ce qu'on va dire, si on crée un cadre avec des instruments qui ne sont pas, ou bien les ressources, tout ce qui doit concourir à la réussite du dialogue, si on n'a pas ça, on va créer un cadre, mais pour lequel on ne sera même pas à mieux détenir les échéances. On va dire, bon, les cadres nationaux vont se réunir une fois par trimestre, ça veut dire 4 fois par l'année dans l'année. Si la logistique ne suit pas, ces cadres-là ne vont pas se réunir. Et du coup, on n'aura pas de quoi au niveau du comité technique régional, à plus forte raison pour parler du cadre. Peut-être c'est uniquement
Là où les politiques sont, c'est là où peut-être ils vont profiter pour faire des événements parallèles au sommet des chefs d'État pour se réunir. Mais en réalité, on va perdre en crédibilité parce que bon, on a mis en place quelque chose qui est censé normalement fonctionner, mais le manque de ressources, comme ça a été dans beaucoup de cas, les mécanismes étaient très bien, mais les instruments de mise en œuvre ont manqué au point où, en réalité, le résultat était hors. Donc pour moi, il faut qu'on pense les instruments d'accompagnement et de mise en œuvre de ces cadres si on voulait être crédible. La troisième chose, c'est surtout les champions. Aujourd'hui, si au niveau du cadre, on n'arrive pas à avoir des champions qui ont une crédibilité ou une expertise ou une capacité même à attirer l'attention, croyez-en aussi, ça peut partir des éléments aussi qui peuvent faire en sorte que la crédibilité peut prendre un coup. Il faut qu'on ait des gens, des champions, des gens qui inspirent, des gens qui, du point de vue, rien que de leur présence, ça crédibilise les dialogues, du fait que bon, on connaît, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui ont fait leurs preuves, que ce soit dans les affaires ou bien dans leur effort à voir nos pays se développer. Le dernier élément, c'est par rapport à la communauté des affaires qu'on va mobiliser. Si on ne fait pas attention, un élément aussi d'aléa moral peut compromettre la crédibilité de ces cadres si on n'en prend pas garde au niveau des comités d'affaires organisés qui doivent se faire représenter au niveau du dialogue. Il faut qu'on fasse très attention, sinon on risquerait d'avoir des gens qui disent qu'ils représentent le monde des affaires, mais en réalité ils ne gèrent aucune affaire. Ainsi de suite. Would you guys want to present the phase 3 of the project? Just quickly, because what he's saying, what he's suggesting is partially already in that higher board, board thing that we thought about in the project. Okay. Oui. Tu es dans le groupe? Elle est dans le groupe. Ok, on va lui donner la parole. Ok. Depuis ce matin, je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu le droit à la parole. Moi, je vais dire que je n'ai pas été choquée si le groupe n'a pas bien fait le travail, puisque, vous savez, chez nous, on dit que deux interventions n'ont pas été mises. Je vais m'expliquer. Moi, mon idée, je n'ai pas vu mon idée ici. Et la femme de l'Alliance du Sahel, la femme, elle n'est pas là. Elle aussi, son idée n'est pas là. Oui, on avait les idées étaient les mêmes, convergées. On a jugé, si on ne peut pas parler du dialogue, et surtout le mot crédibilité aussi a attiré notre attention, étant donné de la société civile, on veut trop la crédibilité, on a jugé l'importance de mettre une stratégie de communication et d'information des acteurs au niveau local et passer à leur formalisation. Et leur structuration aussi. Moi, je n'ai pas vu mes idées ici et je n'ai pas vu les idées de la femme qui est partie. Donc, Zabbeinakom. Est-ce que c'est tout ce que je veux dire? Ok, Lagana, c'est le dernier. Ok, donc tu parles après la présidente. Je pense qu'on est en train de tourner un par rond. Si on n'a pas encore les mêmes idées, on va couper et on va avancer parce qu'on a la substance au live. Vas-y. Moi, je veux juste dire que je suis resté sur ma faim. Quant au 4, on dit mettre un dispositif qui prend en compte tous les acteurs du G5 Sahel. J'aurais peut-être aimé qu'on puisse déjà faire un premier travail de, je dirais pas que c'est exhaustif, mais de faire un premier listing. C'est-à-dire, ici on parle de crédibilité, peut-être d'inclusivité. Quand on parle d'inclusivité, il faut déjà qu'on essaie de recenser qui fera partie de ce cadre multi-acteurs. On sait qui en font partie, qui n'en font pas partie. Peut-être faire un premier listing, dire que exactement, tac, 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 tac. Après, on verra comment ajuster cette liste pour que personne ne reste en rade dans le milieu des affaires. Je pense que c'était ça. Merci. Moi, c'est juste peut-être rajouter, comment dirais-je, la représentativité à la crédibilité. Mais le point 2, est-ce qu'on peut m'expliquer, parce que j'ai lu au moins 4-5 fois, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Effectivement, le point 2 prend en compte non seulement le secteur formel et le secteur informel. Et
mais également prend en compte les OSC. Parce que nous avons demandé ici de faire un réseautage des acteurs qui interviennent dans les différents secteurs d'activité, que ce soit les OSC, que ce soit le secteur formel, le secteur informel, au niveau même communal, au niveau régional et au niveau national. C'est après ce réseautage que le volet, le premier que nous avons noté, va venir, c'est-à-dire G5 Sahel. Donc, peut-être avant le réseautage, il faut d'abord faire un inventaire. Qui sont les acteurs? Merci. Moi, je crois que d'abord, c'est vrai que le groupe, je sais pas que peut-être l'information, la consigne, peut-être n'a pas été claire dès au début. Sinon, en aucun cas, avec l'expertise qu'on a, on ne pourrait pas faire hors sujet. En aucun cas. Deuxième des choses, c'est que la crédibilité, la question de l'inclusivité, le premier point déjà, d'abord, on a créé un cadre multi-acteurs pour que ça soit inclusif. Donc, la question est réglée. La question de l'inclusivité et de la crédibilité. La crédibilité, ce sont les organisations ou les organes ou les acteurs qui vont animer ce cadre multi-acteurs. Nous avons dit la première des choses. Nous avons d'abord l'Union des chambres de commerce qui ont déjà un cadre de concertation direct avec le G5. Nous avons le patronat qui l'a aussi. Nous avons la plateforme des femmes qui a une convention. Nous avons la coordination des jeunes qui a une convention. Vous avez, si vous voulez que ça soit inclusif, vous avez encore les élus qui jouent un peu un rôle de représentants au niveau des collectivités et autres. Vous avez les journalistes. Donc c'est de prendre d'abord les acteurs qui sont là et de voir maintenant qui manque à l'appel pour pouvoir les intégrer et retrouver aussi l'inclusivité. Mais c'est de dire que tous les secteurs, parce que quand on prend une chambre de commerce et d'industrie, ça veut dire que tous les secteurs sont représentés au sein de cette chambre. Donc une personne. Mais si on ne fait pas attention, on risque de donner la parole à quelqu'un au niveau supranational qui n'a pas la parole au niveau national. Ou vous allez donner la parole à quelqu'un qui est au niveau national, qui a la parole au niveau national et qui ne va jamais avoir la parole au niveau supranational. Donc si on ne fait pas l'être, c'est-à-dire qu'un non-aligné, franchement, je vous assure, un non-aligné qui n'est pas dans aucune organisation ne peut pas dire qu'au niveau du G5 Sahel, qu'il doit avoir une voix. S'il y a des problèmes, le problème doit se gérer à la base. Moi, je ne peux pas venir ici pour dire que moi, je ne suis pas d'accord avec mon président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Je dois régler ça chez moi. Donc la question est claire. Et il faut que ça soit... Si on est d'accord sur ça, on peut aller en avant. Par exemple, quand vous prenez le Conseil national de la jeunesse du Mali, nous avons, par exemple, si on doit, par exemple, le Conseil doit avoir quelqu'un ici, on a aujourd'hui l'association des jeunes entrepreneurs du Mali, dont leurs membres, nous sommes une fêtière, dont cette association est membre du CNJ. Donc c'est sa place. C'est lui qui est mieux aujourd'hui pour être dans cet organe. Maintenant, si on fait ça pour l'ensemble, sinon si on va reprendre encore, ça va créer des problèmes au niveau local, au niveau national et ça va se retrouver au niveau supra. C'est clair. Donc déjà, non, je l'ai vu. Mais quand je fais semblant de ne pas voir, c'est que je veux l'éviter. Non, parce que je pense que j'ai compris le message. Et il est clair dans la discussion qu'on a eue, ce que Sidi est en train de dire, on l'a eu. Ceux qui sont mandatés, reconnus à l'échelle nationale, il ne peut pas y avoir de dispositif régional auquel ils ne sont pas présents. Ce n'est pas possible. Et ceux qui doivent arriver hors de ce système-là doivent avoir une légitimité de base. On est d'accord, les non-alignés. On est tout à fait d'accord. En fait, je voulais vous rassurer. Je voulais que vraiment aujourd'hui on termine. Je voulais vraiment qu'on termine au plus tard à 5 heures. Parce que je sais qu'il y a des collègues qui voyagent demain matin. Et je sais qu'on a été un peu intense. On est presque arrivé à la substance finale. Ce n'est pas la peine de continuer à pousser les gens. Par contre, juste avant de terminer, je voulais donner la parole à mes collègues parce que vous savez, nous, au vu, s'il vous plaît, au vu de ce qu'on a déjà discuté lors des dernières rencontres, on a commencé à concevoir un peu l'architecture de la phase 3 du programme. Et ce qu'on est en train de dire maintenant se retrouve exactement dans ce qu'on a proposé sans être dans le détail. Le détail sera fixé ensemble, mais l'architecture
ressemble beaucoup à ça. Donc je préfère leur donner la parole, comme c'est eux qui ont travaillé là-dessus, pour vous dire un peu de quoi il s'agit. Et merci Arun et merci à vous tous pour tout le travail que vous avez fait aujourd'hui et peut-être ces 2 jours. Héloïse et moi, on va présenter un peu la programmation qui est peut-être l'architecture, comme Arun a dit. Et je voudrais rappeler à tout le monde que ça, c'est peut-être la 3e phase. Oui, 3e phase du programme. La première phase, ça a commencé avec l'identification des priorités et avec une forte base de recherche. La 2e phase, c'est l'approfondissement. Et voilà, c'est dans cette phase qu'on a l'établissement de la coalition économique au Sahel, la signature des protocoles d'accord avec le G5 Sahel et la coordination nationale des jeunes et aussi les plateformes des femmes du G5 Sahel. Et Héloïse, peut-être vous pouvez commencer avec les objectifs qu'on prévoit pour la 3e phase. Merci. Donc, comme disait Anna, sur la base des 2 programmes précédents, donc le 2e programme s'est terminé en 2022. On a donc établi plusieurs consultations avec les partenaires au sein du G5 Sahel, dont ce type de consultation qu'on a aujourd'hui, afin d'affiner notre approche et de combler les lacunes des programmes précédents. Notamment en termes de mise en place, c'est d'assurer que le secteur privé disposait de tous les outils nécessaires à l'établissement d'un dialogue politique structuré et inclusif avec les représentants nationaux et au sein du G5 Sahel. Pour la phase 3, on s'est orienté sur 2 objectifs principaux qui sont d'abord l'établissement d'un mécanisme de dialogue politique structuré entre le secrétariat du G5 Sahel et le secteur privé des États membres du G5, mais aussi un secteur privé à l'échelle régionale qui rationalise ses plateformes de dialogue national, qui crédibilise l'intégralité du tissu économique de chaque pays, et ce qui inclut, comme l'a dit Madame hier, je ne sais plus exactement, le secteur organisé non reconnu dit informel, et surtout qui parle d'une seule voix avec les instances régionales et qui fait entendre ses recommandations pour la réforme des politiques économiques. On a prévu une certaine série d'activités sur la base de cette approche qui a été proposée par vous et validée avec vous, et qu'on va mettre en place sur les 18 prochains mois. Donc sur cette base, Anna va vous présenter très rapidement nos activités. Merci. Donc pour les activités, on en prend les leçons qu'on a peut-être les 2 phrases précédentes. Donc il y a 6 parties proposées pour les activités. La première, c'est d'avoir les points focaux dans chaque pays qui peut coordonner les activités et soutenir un plaidoyer holistique au niveau P. Ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être on va voir avec vous. Le renforcement de capacité de faire des plaidoyers pour le secteur privé, plus holistiquement. Une organisation de dialogue du secteur privé pour valider les recommandations dans chaque pays. Et l'établissement d'un conseil au niveau régional avec les points focaux de chaque pays qui peut vraiment représenter le secteur privé et qui peut faire donner des conseils sur le processus, comment ça se passe dans chaque pays, qui peut avoir un point de vue plus holistique et qui peut-être interroger et parler avec le G5 Sahel, secrétaire exécutif. Donc, c'est important d'avoir des dialogues privés au niveau P, mais aussi le dialogue public-privé au niveau régional. Et finalement, je voudrais dire la dernière chose, c'est de renforcer la capacité des centres de recherche pour qu'ils servent mieux les intérêts du secteur privé. Et ça veut dire à propos des données, des informations et essayer de faire que le secteur privé devenir une force de proposition politique qui sont vraiment représentatives et basées sur les données. Donc, merci. Très bien. Donc, même si le projet n'est pas... Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne n'applaudit?
quand c'est les Européens qui viennent, on applaudit. Vous voyez, c'est ça le problème du Sahel. On arrête. Non, je plaisante. Non, je voulais dire que là, on a une architecture de la phase 3. Pour la meubler, c'est à nous de la meubler. Mais il y a 3 éléments importants à retenir. C'est l'appui à l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue avec le G5 Sahel. La deuxième, c'est un cadre de concertation interprivée à l'échelle des pays, à l'échelle de la région. C'est-à-dire qu'avant d'aller discuter avec eux, il faut que nous-mêmes, on arrive à se mettre d'accord et on arrive à comprendre comment on règle nos problèmes. Et la troisième chose qui est très intéressante et qui vient d'être dite par Hadi, c'est que nos amis ont dit que selon les bonnes pratiques mondiales, il serait intéressant de faire accompagner ce cadre de concertation par une sorte de conseil de sages qui seraient des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires reconnus de la région et au-delà de la région, qui seraient en fait juste là pour à la fois coacher et mentorer ce programme, mais en même temps lui donner un peu une certaine force de proposition dans le sens où ils ont peut-être plus de visibilité. On pense à des personnalités du continent qui pourraient venir assister une fois par an à ce genre de rencontre, mais qui élèveraient le niveau, mais qui ne viendraient qu'en soutien à ce qui est fait ici. Je pense par exemple on pensait à l'époque à des personnalités comme l'actuel président du patronat du Mali, parce qu'à l'époque il n'était pas président du patronat du Mali, il était donc indépendant et homme d'affaires quand même à l'échelle continentale, le président du groupe Azalaï. On pensait à le président de Dangote au niveau du Nigeria. On pensait à des personnalités de ce calibre qui pourraient venir, voire même des partenaires au développement, qui pourraient venir en fait être presque un conseil des sages pour cette coalition-là. Évidemment, c'est une idée. L'idée est d'explorer est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce que ça sera faisable ou pas, et comment est-ce qu'on la structure. Mais il y a déjà l'arsenal qui est mis en place dans le cadre de la phase 3 pour accompagner tout ce qu'on a dit ici, à commencer par les textes pour ce dispositif-là, pour que tout le monde soit d'accord et que le G5 puisse aussi l'intégrer. D'accord, donc je pense qu'on a été assez intense ces 2 jours. On va demander à Amadou Sall, à Dr Bakary et à M. Lars Benson de venir sur le podium et on va procéder juste à avoir leur sentiment et leur perception globale de nos 2 jours. Et sur ce, certainement, comme on dit chez nous, chacun demande le pardon à l'autre au cas où il y a eu quelque chose qui a été mal fait. Et on se dira, Inch'Allah, que Dieu nous donne l'opportunité de se revoir bientôt. Monsieur Lars Benson. Ah, merci. Moi la seule fois où vous pouvez m'applaudir, et ça me fait plaisir, c'est si vous vous levez, vous applaudissez jusqu'à ce qu'on dise arrêtez, c'est bon. Mais Sylvie n'est pas debout. Regardez. Ok, merci. Des recommandations pour moi. Ok, laissez les... Ok, asseyez-vous. Allez. Si, vous voulez. Non, c'est Bakary. Un seul mot. Moi, je vais profiter de cette occasion pour quand même dire qu'on ne devrait pas sortir. C'est pour ma première fois d'assister à des réunions pareilles, mais je n'aimerais pas qu'on sorte d'ici sans pour autant qu'on mette quelque chose sur la table. Par exemple, un réseau de suivi de ces recommandations qu'on a vues depuis hier. Donc, c'est très important qu'on nous sommes là, on en fait une plateforme digitale pour qu'on puisse faire le suivi de ces recommandations. C'est ma recommandation. Et Louise, est-ce que tu peux mettre sur le flipchart le nom du site www.sahel, je sais pas quoi là, comme ça ils ont ça. Oui, c'est très important. C'est là où on mettra le rapport de l'activité avec les recommandations et on pourra faire le suivi. Et normalement, c'est un site pour vous. Donc, toutes les activités que vous voulez faire, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Très bien. Donc, on commence par monsieur. S'il vous plaît. Non, on va t'ajouter, t'inquiète. On va donner donc la parole à Bakary par rapport aux impressions. Le mot de remerciement
à monsieur le directeur Afrique de SAIP. Et le mot de clôture, il n'y aura pas de mot après. Ça sera monsieur Amadou Sall. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il a le mot, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, cher ami Haroun. Merci encore Saïp, merci tous les participants, merci nos amis du G5 Sahel. Je crois que ce qu'on a vécu ces 2 jours-là, c'est quelque chose de très très important. D'abord, le mot dialogue, comme je l'ai dit ce matin, qui revient tout le temps. On dit chez nous qu'il n'y a pas de malentendu, il n'y a qu'une absence de dialogue. Eh bien, malgré la diversité des opinions, des objectifs, nous arrivons quand même à nous entendre sur la nécessité. Et surtout, nous entendre sur quelque chose de fondamental. À mon avis, cette conscience commune que nous devons aller ensemble et ne laisser personne derrière. Parce que, in fine, comme vous le savez, dans notre Sahel, avec toutes nos fragilités, avec toutes ces vulnérabilités, nous devons être conscients que nous devons toujours aller ensemble. Certains disent que oui, un assemblage de faiblesses n'est pas une force. Mais il faut retourner la chose autrement. Je crois que la force d'une chaîne, c'est très souvent celle de son maillon le plus faible. Quelle soit la solidité d'une chaîne, quand on laisse le maillon faible s'écraser ou se casser, la chaîne se casse. Donc, la force d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Donc, nous devons tous mettre nos forces ensemble. Parce que nous avons une force in fine, quelles que soient nos faiblesses. C'est notre volonté d'aller de l'avant. C'est la conscience que nous avons commune, qu'on a une destinée commune pour que cette région puisse changer. L'autre chose, c'est que je crois que le rôle de ces femmes et de ces jeunes, qui sont la force motrice de notre région, à travers lesquelles nous devons miser nos sœurs, nos femmes, nos amis. Hein, c'est la première grande école. Hein, comme disait j'aime bien l'arabe, hein, j'aime bien un poète qui disait hein, la première grande école, la première institution, c'est la maman, c'est la femme. Si elle est bien capacitée, bien mobilisée, un peuple solide est en gestation. Et d'ailleurs, Yag a cité ce matin cet excellent vers d'Ahmed Shawqi, qui, à mon avis, nous a permis, nous, en tout cas, de changer de paradigme dans la manière de voir le genre. Non pas comme une attitude de confrontation entre les femmes et les autres, mais de complémentarité, sachant que la destinée des hommes est fortement liée à celle des femmes. Et cette interdépendance-là me plaît beaucoup quand Ahmed Shawqi dit si on prend le risque de laisser les femmes ou les filles grandir dans l'analphabétisme, les hommes ne seront jamais sevrés de l'opium de l'ignorance et de la léthargie. Donc, n'être ni dans l'ignorance, ni dans la léthargie, ces femmes nous ont transmis quelque chose, cette énergie, à mon avis, hein, créatrice, et avec l'énergie de ces jeunes qui sont la force motrice de Sahel-là, à mon avis, moi, je quitte cette réunion-là véritablement à Nouakchott avec un seul mot, c'est l'espoir. Merci. Okay, how much time do I have? So, in Arabic. So Haroun, to keep me short, he always says you only have 1 minute, and then I have to go quick. So really what I would like to do is first thank our Khadijas and Zainabu for all of their hard work, because without them, we would not be here today. Then I'd like to thank clearly my team, Hannah and Eloise, for again all of their hard work. For their hard work in terms of preparing for this and really helping organize and really being there to serve all of you. We had a great facilitator. He teased us. He was funny sometimes, not often, but he was sometimes funny, in Haroun, and he has a lot of experience and knowledge. So let's give Haroun a big applause. No, not the last part. No, okay.
Non, non, il dit d'abord, avant de démarrer, il tient à remercier les deux collègues qui sont derrière, Khadija et Zainabou, et l'autre Khadija, qui réellement, tout le travail qui a été fait, nous, c'était facile, c'est elles qui ont géré la mise en place de cet atelier, qui ont facilité pour que tout se passe très bien. Donc il faut les applaudir, il faut les remercier. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit que son équipe, c'est moi, c'est réellement moi qui est le moteur de cette équipe. Et que sans moi, rien n'aurait été permis. Bon, il a amené Héloïse, il a amené Héloïse et Hannah, mais c'était juste un décor. Le véritable... Voilà, merci. I don't believe you. So finally, I also would like to thank our wonderful team here from Carrot, who have really done a fabulous job. Really a fabulous job. Thank you. Really nice. And of course, Hassan and our wonderful photographers as well who are here. So great job, guys. You know, I also want to, of course, thank our colleagues over here from the G5 Sahel. But most of all, I want to thank all of you, because you are the force for change. With change, we have a lot of problems in the Sahel, right? We've been talking about the problems. Everybody's talked about it in 2 days. We all know about it. We see it. We live it. And so what it comes down to is your leadership. It comes down to your ability to work together. It comes down to you representing the youth, the women, the business community, the small businesses, the large businesses, and then your ability to solve the problems. And so I want to give all of you a big round of applause and a thank you. Donc, il tient aussi à remercier l'équipe de communication qui est là, qui nous a fait un très bon service tous les 2 jours. Mais il tient aussi à remercier évidemment le G5 qui est le partenaire qui nous a permis de faire tout ça. Mais il tient à remercier tous les gens qui sont dans cette salle, qui sont venus, qui ont discuté. Et il les remercie en tant que leader. On a parlé des problèmes du G5 Sahel. Beaucoup de problèmes, on les connaît, on les répète, on les vit. Mais les acteurs du changement, les leaders de ce changement, que ce soit sur les questions de femmes ou les questions de jeunes ou les questions d'entrepreneuriat, se trouvent ici. Et c'est avec ces ressources-là qu'on peut transformer le G5 Sahel. And then finally, I want to challenge all of you to be, like I was talking about earlier, the Joyce Bandas, whether you're a man or a woman, be the Joyce Bandas of your countries, of your communities, and truly make a difference and help solve some of the problems facing all of us. So thank you. Et donc il dit qu'il vous met au défi d'être comme Joyce Banda. C'est la présidente de which country? Du Malawi, qui est partie de la transformation à la base au niveau de sa communauté à être présidente et donc l'acteur principal du changement de son pays. Donc il vous met au défi de continuer ce leadership jusqu'à ce que vous arriviez à ce stade-là, d'être vous-même les décideurs de votre destin. Écoutez, il a mis la balle très très haut. Qu'est-ce que je peux dire après ce speech-là? Peut-être insister sur 2 de ses idées. La première, il a dit que vous étiez la force du changement, une force de changement. C'est tellement vrai que vous avez réussi en moins de 2 jours à transformer un gaillard qui était venu ici en costume cravate pour devenir un monsieur qui s'habille en boubou. C'est pour dire donc que mesurez votre force. Plus sérieusement, ça fait déjà quelque temps qu'on se rencontre. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que c'est formaté une vraie force de plaidoyer. Prenez-en conscience. Vous êtes aujourd'hui une vraie force de plaidoyer. Et ça veut dire donc que vous pouvez aller loin. Mais pour aller loin, il faut aussi faire ce qu'il a dit, la deuxième idée, l'histoire de la présidente du Malawi. C'est-à-dire insister davantage sur l'action à la base. Il y a un important volet d'information de ce qui se passe autour de vous
que d'ouvrir davantage, on va dire, vous informer là-dessus et bâtir sur ça. Il y a beaucoup de débats qu'on a eu ici, on a insisté beaucoup là-dessus. Ces débats auraient été des débats qui pouvaient aller très vite si véritablement on avait une bonne maîtrise de toutes les dynamiques qui sont chez nous dans chacun de nos pays. Je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est ça qui crédibilise le dialogue que nous pouvons avoir avec autrui. Parce qu'il faut qu'ils sachent que nous connaissons bien nos systèmes, nous connaissons bien nos dynamiques, nous connaissons bien notre milieu et nous apportons de la valeur ajoutée en termes de propositions. Ce que j'avais dit hier, c'était bâtir sur des choses qui existent. Ça, c'est extrêmement important et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Si j'en reviens à nos débats ces 2 jours durant, comme ce qu'a dit mon collègue, je suis véritablement très satisfait de l'ambiance de travail, de la liberté de ton et de l'esprit d'écoute et de partage. Je vais aussi me joindre à mon collègue pour féliciter effectivement l'animateur. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir ce résultat-là. Il y a de lui, voilà, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut savoir faire ça aussi. Il faut savoir faire des choses sérieuses dans l'amitié, la fraternité, la tolérance. Et c'est ça un peu aussi ce qu'il a réussi à faire à notre niveau. Si j'en reviens maintenant à ma casquette de G5 Sahel, j'ai écouté beaucoup de choses et assez souvent on a dit on va faire au G5 Sahel, on va dire au G5 Sahel, le G5 Sahel va faire. Sachez que mon collègue et moi, Moulay qui est là, nous avons accompagné ces 2 jours durant sur l'instruction de notre leadership. C'est parce que nous accordons de l'importance à cet exercice. Et que donc, nous allons aussi ramener au G5 Sahel la quintessence de vos débats. Aidez-nous simplement, quand vous allez finaliser vos débats, de nous présenter des choses que l'on pourrait vendre à notre leadership. Comprenez que c'est des institutions, comprenez qu'elles ont leur logique interne, comprenez qu'elles ont leurs contraintes internes et proposez-leur des choses dans un esprit gagnant-gagnant. Ça voudra dire donc qu'il faut qu'on ait des mécanismes qui soient des mécanismes réalistes, fonctionnels, qui ne soient pas budgétivores et qui aient des objectifs bien clairs sans duplication. Ça voudra dire donc que le schéma que j'ai vu aujourd'hui là, il faut l'accompagner d'une très bonne note technique explicative du processus. Moulay et moi, la division gouvernance que nous représentons ici, nous prenons l'engagement devant vous de l'étudier avec le plus de sérieux possible. On va le porter si on est convaincu. Si on n'est pas convaincu, on reviendra vers vous pour vous dire ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Au final, on ne portera que ce sur quoi vous et nous en tant que techniciens du G5 et vous, ensemble, c'est une note définitive qu'on va porter au G5 Sahel. Voilà un engagement qu'on peut prendre devant vous. Et puisque tout le monde est fatigué, comme il a dit, je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler certainement. Et si quand je parle, je ne veux pas beaucoup parler parce que quand on commence à beaucoup parler, on déraille toujours. Je vais donc m'arrêter là et vous remercier très sincèrement et remercier Saïd pour cet exercice. Merci beaucoup. Avant de faire la photo de famille, je tiens à reconnaître quelques personnes qui sont dans la salle, au-delà de vous tous évidemment, que je reconnais, que j'apprécie beaucoup. La première personne, c'est Moulay, effectivement, qui est derrière. Moulay, tu peux te lever, s'il te plaît. Moulay est au niveau du G5 Sahel dans la structure de gouvernance, mais c'est quelqu'un qui, comme Amadou l'a dit, accorde beaucoup d'importance, suit ce que nous faisons, donne de lui-même aussi bien professionnellement que personnellement pour que ce dialogue, l'implication du secteur privé, le genre, les jeunes soient de plus en plus intégrés. Il le fait derrière la table, devant la table, en haut de la table, en dessous. Voilà, donc on le remercie et on lui dit que ses efforts, on les considère. La deuxième personnalité, c'est monsieur Aboudou qui est au fond, qui est le monsieur le mieux habillé de la journée. Voilà. Donc Aboudou est le collègue de IRI. Donc IRI, c'est l'autre institution
du même groupe dans lequel travaille SAIP. Donc SAIP, il y a SAIP, il y a NDI, il y a IRI, il y a le Solidarity Center. Et lui, il est basé à Bamako, mais il a aussi tenu à plusieurs reprises à être en contact avec nous pour qu'il y ait une complémentarité, une synergie entre ce que nous faisons pour la jeunesse et pour les femmes. Et il a accordé une telle importance qu'il a laissé son travail à Bamako pour venir passer 2 jours avec nous et aussi essayer de trouver des synergies pour accompagner ce que nous faisons ici. On la remercie beaucoup. Voilà, et la troisième personne que je remercie, c'est moi-même, évidemment. Je tiens à remercier Haroun d'avoir passé 2 jours avec vous. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Haroun. Je lui dirai, hein, je passerai le voir, je lui dirai. Allez, on va faire la photo de famille. On va venir ici, s'il vous plaît. On fait la photo de famille, comme ça on vous libère.